Bonsoir à tous. Je voudrais vous remercier d'être venus ce soir si nombreux pour assister à cette conférence dont le thème, vous le connaissez. Le thème, c'est l'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme? Alors normalement, c'est pas moi qui devrais prendre la parole ce soir ici, ça devrait être Rémi Schwartz, le président de la CJL. Malheureusement, il est retenu et donc il m'a chargé de vous dire quelques mots. Donc c'est lui qui les prononce ces mots-là, ce n'est pas moi. Je préviens avant. Hein. Bon. Chers amis, bienvenue à la CJL. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je veux très brièvement rappeler qui nous sommes. La CJL est une communauté juive pionnière, puisque créée en 1995 avec la première femme rabbin en France, Rabbi Pauline Beb, qui est ici. Eh bien, nous sommes la... Eh bien, voilà. Ah, on demande à ce que tu te lèves, Pauline, s'il te plaît. Donc, voilà, Rabbi Pauline. Nous sommes la première, j'ai perdu bien sûr l'endroit où j'étais, c'est normal. La CGL est une communauté juive pionnière puisque créée en 1995 avec la première femme rabbin, Pauline Beb. Nous sommes membres de la plus grande organisation juive mondiale, la World Union for Progressive Judaism, forte de plus de 2,5 millions de membres sur tous les continents, de milliers de communautés et de rabbins. Nous sommes des juifs libéraux, reconnaissant l'égalité entre les hommes et les femmes, accueillant tous ceux qui veulent vivre leur judaïsme en inscrivant notre tradition dans le monde moderne. La CJL, créée par une toute petite poignée de fondateurs, et je peux dire, j'en faisais partie, voilà, en 95. Oui, merci, ça le mérite, oui, effectivement. Donc, une toute petite poignée de fondateurs est devenue une communauté importante à Paris, avec ses deux rabbins. Donc il y a Rabbi Pauline que je viens de présenter, Rabbi Étienne Kerber, ici présent, qui peut également se lever. Et de la petite poignée que nous étions en 95, aujourd'hui nous sommes plus de 600 familles adhérentes, et si on compte en plus les amis et les fidèles, bien plus encore. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir notre ami, l'honorable Jacques Saada, pour une conférence dont la trame, si ce n'est la conclusion, est dans la question même, l'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme? Alors, je vais me permettre de présenter l'honorable Jacques Saada. Il est natif de Tunis. Il est marié, il a 4 enfants. Et ce qui n'est pas écrit sur mon papier, c'est que je le tiens de source sûre, hein, c'est l'aîné d'une famille de 6 garçons. Voilà. C'est mon frère. Oui, oui, levez-vous. Oh. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis le 5e et le plus grand. Voilà. Donc, en termes de carrière professionnelle, il a été enseignant, homme d'affaires, président de la commission scolaire, conseiller du développement international et président directeur général de l'Association québécoise de l'aérospatiale. Il a également une carrière politique, et plus précisément d'ailleurs une carrière politique. Il a été président du Parti libéral du Canada. Il a été député de Brossard-la-Prairie de la Chambre des communes. Il a été président de la section canadienne de la Commission permanente mixte de défense Canada-États-Unis. Il a été secrétaire parlementaire du sollicitateur général du Canada. C'est le premier séfarade à occuper des fonctions ministérielles dans l'histoire du Canada. Il a été leader du gouvernement à la Chambre des communes, ministre responsable de la réforme démocratique, ministre du développement économique du Canada et ministre de la francophonie. Il a en outre une carrière communautaire avec la présidence, il est président sortant de la communauté séfarade unifiée du Québec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, ils sont partisans. C'est-à-dire qu'il y a les séfarades d'un côté, les ashkénazes de l'autre. C'est comme s'il était président du CRIF séfarade, ce qui est un peu bon. Alors, nous, à la CJL, il y a des séfarades et des ashkénazes, et tout le monde est le bienvenu. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, je me sentirais bien isolé. Il est actuellement président du musée de l'Holocauste à Montréal. Il a reçu plusieurs distinctions. Il est commandeur de l'ordre de la Pléiade, qui est une association de parlementaires de la francophonie, ambassadeur de la faculté des sciences humaines à l'Université du Québec de Montréal. Il est médaillé du Jubilé de la Reine et c'est une personnalité qui a été élue personnalité 2019 Média Mosaïque.
Il est l'auteur de 3 ouvrages, d'un roman et de 2 autobiographies. La dernière en date est là, vous pourrez l'acheter au sortir de cette conférence, qui s'intitule « Du jasmin à l'érable », qui retrace le parcours, bien sûr, depuis la Tunisie, la France et puis le Canada. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir l'introduire ici pour qu'il nous présente cette conférence. Merci. Merci beaucoup à tous de votre présence. Et je m'en voudrais de ne pas commencer par remercier très chaleureusement des gens qui ont rendu possible cette activité de nous ce soir. Et remercier ceux qui nous accueillent, donc bien sûr Rabbi Pauline. Nous nous sommes mis d'accord sur la façon de vous appeler, donc je me sens à l'aise, il n'y a pas de problème, c'est bien. Et par intermédiaire, Rémi Schwartz, votre président. Rabbi Étienne, je vous salue aussi. Et je dois absolument remercier beaucoup de gens, et je vais le faire rapidement. Ça ne pourra pas être à la hauteur de ce qu'ils méritent, mais je le ferai quand même. D'abord, l'idéateur de la réunion de ce soir, Hervé, c'est lui qui a pensé que ça pourrait valoir la peine de tenir ce genre d'activité-là ici. Béatrice Herzberg, où est-ce qu'elle est ? Béatrice, qui a travaillé d'arrache-pied pour mobiliser. Elle est forte en mobilisation d'ailleurs, je sais quelque chose. Mes copains, mes amis à Thune, je fais référence à Paul Germont et bon, Alain Chouffant n'est pas là, mais il vaut mieux qu'il ait une sacrée bonne raison parce qu'il va m'entendre. Je voudrais remercier aussi Sam, parce qu'il est Sam. Sam, c'est un garçon fantastique, il est brillant, il a un avenir magnifique devant lui. Voiture, pas de problème. Transport. Informatique, pas de problème. Mais il a un défaut, il mange tout le temps. Mais je l'adore, il est vraiment fantastique. Je remercie aussi Stéphanie. Stéphanie, où est-ce qu'elle est, Stéphanie ? Elle est dehors là-bas. Stéphanie qui nous a aidés à tout installer. Et Karine, parce que Karine m'a supporté pendant qu'on faisait, comme on dit chez nous, du magasinage. On est allé faire des courses, etc. Je voudrais aussi remercier des gens qui, à Montréal, m'ont aidé à préparer tout ça. Comme ça va être enregistré, ils le sauront un peu plus tard. Mais je fais référence à Daniel Amar, le directeur général du musée de l'Holocauste, Paul Lipinski, Elias Lévy, Katia Dahan et Elie Benchetrit. Et bien sûr, ce qui est important, c'est que par cette activité qu'on tient ce soir, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a réussi à réunir les 6 frères. Alors, l'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme ? Je pose cette question comme démocrate, respectueux des institutions, comme sioniste, comme humaniste et comme citoyen du monde. Je la pose avec la conviction profonde que parfois, la politique doit prendre acte des transformations de l'histoire, résister aux nostalgies du passé et chercher avec pragmatisme des solutions mitoyennes qui sont le prix de la paix. Je fais référence en particulier à la coexistence de 2 États. Seule perspective prometteuse pour moi en ce qui concerne la paix au Proche-Orient. Je pose cette question en déplorant aussi certaines politiques israéliennes qui visaient à miner l'état de droit ou à corrompre de quelque façon l'idéal que moi j'ai d'Israël. Mais je pose cette question aussi au milieu de débats clivants, où toute modération, tout appel à la raison deviennent des trahisons. Si l'on n'est pas radical, on est exclu des débats. Un manichéisme étouffant. En ce qui me concerne, je refuse de répondre au racisme par le racisme. Je pose cette question dans la foulée d'un pogrom inqualifiable et d'une guerre qui n'en finit plus. Et ses otages. Je pose cette question aussi en n'oubliant pas la vocation fondamentale de l'ONU. Je ne sais pas si vous y avez pensé,
Mais l'ONU est fondée sur des principes que j'énumère très brièvement. La sécurité humaine, l'accès à l'eau, à l'éducation, aux droits de la personne et à la sécurité physique. Si je ne me trompe pas trop dans mes souvenirs, c'est le fondement même du principe fondamental du judaïsme qui est le tikkun olam, la réparation du monde. L'ONU a été créée pour faire écho à cette valeur fondamentale. Nous allons voir si elle a donné suite favorable à cet engagement qu'elle avait pris. Je pose cette question aussi en n'oubliant pas le travail colossal qui a été fait par les Nations Unies, en particulier les 70 opérations de maintien de la paix, où de nombreuses vies ont été épargnées. Je parle de la lutte à la pauvreté, de l'aide à l'enfance, etc. Mais je pose aussi cette question avec le souci de l'authenticité des faits et du sens des mots. L'accusation d'antisémitisme est une accusation très grave. Elle ne peut être portée que dans la plus grande rigueur. Nous nous révoltons quand, avec une légèreté criminelle, on accuse Israël de racisme, de génocide ou d'apartheid. Nous ne devons pas faire preuve de la même légèreté quand nous accusons d'antisémitisme. Alors, pour répondre à cette question, j'ai choisi 2 séries de critères. Un premier critère qui est une définition de l'Alliance pour la mémoire internationale de l'Holocauste. Cette définition a été adoptée par plus de 1000 organisations et États, et aussi par l'ONU et par l'UNESCO. La seconde série de critères, ce sont les critères de Sharansky. Sharansky, vous connaissez tous, le Refusnik. Il y a 3 critères. Diabolisation, double standard et délégitimation. N'importe lequel de ces 3 critères-là définit l'antisémitisme, qu'il s'agisse de l'antisémitisme contre un individu ou un groupe, ou un pays. Alors, revenons à l'Alliance, je m'excuse, j'aurais dû m'occuper de ça avant. Ça marche pas? Mais il faut que je l'allume. Ok. Vous voyez pourquoi il est utile? Alors, je vous laisse la lire, elle est très simple. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques ou physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non d'ailleurs, leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la définition même de l'IRA, on donne des exemples pratiques qui font partie intégrante de cette définition. Et on dit par exemple que dans le cadre de cette définition, le refus à l'autodétermination des Juifs est une manifestation d'antisémitisme. Le traitement inégalitaire de l'État d'Israël est un motif d'antisémitisme, ou est une manifestation d'antisémitisme. L'idée selon laquelle les Juifs seraient responsables collectivement des actions de l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Attention, on a le droit de critiquer Israël. On a le droit de critiquer un gouvernement israélien. Israël est une démocratie. Mais de se servir de cette critique comme d'un prétexte pour refuser à Israël le droit d'exister, ça, c'est d'antisémitisme. La grille d'évaluation de Sharansky, je ne sais pas si j'ai déjà passé l'autre. Alors, bien sûr, sur le côté, une petite affiche qui est apparue à mon élection de l'an 2000, où des gens très intelligents avaient jugé utile de me donner l'énergie de gagner ma campagne électorale. Les 3 critères dont j'ai parlé tout à l'heure, donc diabolisation, double standard, etc. Ce que j'ai fait, j'ai pris ces critères et j'ai étudié les comportements de l'ONU, de ses secrétaires généraux, de ses agences, mais pas seulement depuis octobre 2023, depuis la création d'Israël. Je suis remonté dans le temps, à ce moment-là. Alors, les secrétaires généraux de l'ONU ne logent pas tous à la même enseigne. Prenons quelques exemples.
L'antisémitisme de Kurt Waldheim, secrétaire général dans les années 70, est bien documenté. Son passé au sein de la Wehrmacht et son rôle dans l'élimination des Juifs de Salonique ne laissent malheureusement place à aucun doute. Et d'ailleurs, c'est sous lui que l'ONU a adopté une résolution qui s'appelle la numéro 3379, qui assimile le sionisme à une forme de racisme. Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères de l'époque en Israël, avait d'ailleurs demandé sa démission et les États-Unis l'avaient déclaré persona non grata. À l'opposé, Kofi Annan attaquait de front l'antisémitisme et son prétexte, l'antisionisme. En 1995, il avait vigoureusement dénoncé la résolution onusienne apparentant le sionisme au racisme. Il avait fait reconnaître officiellement à l'ONU la journée de la Shoah et coécrit avec Elie Wiesel un essai intitulé « Confronter l'antisémitisme ». Le cas d'Antonio Guterres, secrétaire général actuel, est un peu particulier. Il est très intéressant. J'ai encore une fois oublié de passer, mais ce n'est pas grave. En avril 2017, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on parle de lui actuellement avec ce qu'on voit qu'il fait actuellement, mais en avril 2017, il réitérait son engagement à ce qu'Israël soit traité comme n'importe quel autre État. Et le 9 novembre 2020, le Congrès juif mondial lui rendait hommage pour ses efforts contre les préjugés anti-israéliens à l'ONU. Mais soudain, il y a eu le 7 octobre. M. Guterres a fermement condamné l'attaque, mais il l'a liée au contexte israélo-palestinien en déclarant notamment, et je cite, « Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans le vide. Le peuple palestinien subit depuis 56 ans une occupation étouffante. » Fin de citation. Pourquoi cette déclaration est-elle choquante? D'abord parce qu'elle laisse entendre que ces conditions sont imputables à Israël et à Israël seul. Comme si le monde arabe avait toujours voulu de l'État d'Israël et toujours voulu d'un État palestinien. Ensuite, parce que par cette déclaration, M. Guterres légitimise le Hamas et relativise sa sauvagerie. Or, le Hamas est une organisation terroriste génocidaire. C'est une excroissance, un pur produit des frères musulmans, organisation fondée par Hassan el-Banna, très proche d'Hitler et de Mussolini. Son objectif réel est la création d'un État islamiste libre de juifs. Sa charte, notamment les articles 7, 22, 28 et 32, est truffée de références antisémites. À titre de secrétaire général de l'ONU, M. Guterres est tout à fait dans son droit et dans son rôle quand il déplore les terribles désastres humanitaires que vivent les Gazaouis. On ne peut pas prétendre être humain sans être déchiré devant tous ces enfants morts, ces rêves détruits, ces vies gâchées, ces effacements tragiques. Les larmes sont salées, peu importe que l'on crie sa douleur en arabe ou en hébreu. Mais j'aurais souhaité de M. Guterres qu'il dénonce sans réserve la culpabilité exclusive du Hamas dans cette tragédie. Je fais référence au calcul politique cynique qui, par le pogrom et le kidnapping d'otages civils, rendait la guerre inévitable. M. Guterres appelle Israël à une réponse proportionnée. Il devrait savoir le poids des mots, parce que le principe de proportionnalité est un principe juridique, international, qui vise à la protection maximale des civils dans un conflit armé. Or, par son utilisation de boucliers humains et d'installations civiles comme infrastructure de combat, le Hamas viole ce principe. C'est donc le Hamas, et non Israël, que M. Guterres aurait dû interpeller. Dans cette guerre, l'ennemi d'Israël, c'est le Hamas, pas les Palestiniens. Mettre les deux dans le même sac, c'est crédibiliser le Hamas en faisant croire qu'il se bat pour une noble cause. Et c'est faux, c'est tomber dans son piège. La preuve. Le 9 janvier 2024, Ismaël Haniyeh, patron du Hamas, faisait une déclaration. Dans cette déclaration, qui a été d'ailleurs, je vous le signale, qui vient d'un
reportage d'Al Jazeera qui n'est pas forcément très sympathique à notre cause. Il a écrit textuellement, c'est une traduction fournie par Al Jazeera. This is the battle for Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque, and not for the Palestinian people or Gaza or the people in Gaza. Citation textuelle du chef du Hamas. Même si on peut partir du principe qu'avec une certaine naïveté, M. Guterres était parti sur la question de la confusion palestinien-Hamas, devant cette déclaration, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Arafat lui-même avait qualifié le Hamas d'organisation terroriste quand ce dernier a contribué à faire déraper les accords d'Oslo en 1993. A-t-on oublié, est-ce que M. Guterres a oublié les guerres palestiniennes fratricides de 92 et de 2007? La cause du Hamas, ce n'est pas une Palestine libre aux côtés d'Israël. C'est une Palestine islamiste à la place d'Israël. Le front commun conclu entre toutes les factions palestiniennes sous les auspices de la Chine il y a quelques semaines ne change rien dans l'affaire. D'autres accords semblables étaient déjà intervenus en 2011, en 2013 et en 2023. Ils n'ont rien changé. L'islamisation est toujours à l'ordre du jour. Ainsi donc, je peux être en désaccord abyssal avec M. Guterres. Et je le suis. Mais ce sont des discordances politiques. Nous autorise-t-elle à l'accuser d'antisémitisme? Je crois qu'il nous faudrait résister à l'amalgame. Au cours des décennies, plusieurs leaders onusiens se sont courageusement élevés contre l'antisémitisme ou la stigmatisation d'Israël. Ils n'ont pas réussi à l'empêcher. Je vous donne un exemple très simple. En 1957, l'ONU s'est subdivisée en groupes de travail constitués sur une base géographique. Israël devait naturellement être intégré au bloc Moyen-Orient. Mais malgré les efforts de Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'époque, les pays arabes avaient refusé. Il a fallu attendre l'an 2000 pour qu'Israël soit finalement intégré au bloc européen. Allons maintenant dans les agences et les organisations de l'ONU. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'Assemblée générale. Entre 2012 et 2015, l'Assemblée générale a adopté 97 résolutions, dont 83 contre Israël. Nous parlons d'une période où la guerre civile faisait rage en Syrie, où Bachar el-Assad bombardait son propre peuple à l'arme chimique. Une période où Daesh décapitait en direct et massacrait les Yézidis, les Druzes, les Maronites et d'autres musulmans. Une période marquée par la guerre du Donbass et la crise de Crimée, où les talibans assassinaient de jeunes écolières, où l'Iran et la Corée du Nord développaient leurs capacités nucléaires sans cacher leur velléité anti-occidentale, sans parler des atrocités chinoises ou africaines. Et dans ce monde chaotique, à quoi les Nations Unies consacrent-elles 86% de leurs résolutions? À attaquer Israël. 86%. Entre 2015 et 2022, même paysage. L'Assemblée générale a adopté un total de 208 résolutions, dont 140 contre Israël. En 2022 seulement, elle a adopté 27 résolutions, 6 contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, une contre la Corée du Nord, une contre l'Iran, une contre le Myanmar, responsable du génocide des Rohingyas, une contre la Syrie, une contre l'Afghanistan et des politiques antiféministes, une contre les États-Unis, depuis 30 ans la même résolution demandant la levée du blocus de Cuba, mais 15 résolutions sur 27 contre Israël. C'était celle que j'aurais dû tourner avant, donc je ne me répéterai pas. Maintenant, passons au conseil de... je ne sais plus où je suis, pas très loin d'ici. Je vais trop vite. Je vais rester à celle-là une minute. Je vais parler de 2022. Mieux encore donc que ce que je viens de dire en 2022. Cette même année, aucune résolution... Voyons. C'est toi, Nana, qui me rémotive comme ça.
Oui, c'est ma fille, Jordana. Je peux me permettre de lui parler comme ça. Je suis très fier que tu sois là, chérie. Aucune résolution contre la Chine, malgré les génocides des Ouïghours, la marginalisation brutale des Tibétains et le harcèlement du Falun Gong. Ni contre le Venezuela, qui compte pour le plus haut taux de meurtres au monde. Ni contre le Qatar et son traitement de travailleurs étrangers s'apparentant à l'esclavage. En passant d'ailleurs de l'Organisation internationale du travail, une autre agence onusienne ne condamne pas le Qatar, mais condamne systématiquement Israël. À l'Assemblée générale, toujours en 2022, aucune résolution sur le Soudan, où les Janjaouides, puis les FSR, se rendent coupables de génocide. Ni sur le Yémen, près de 400 000 victimes dans la guerre entre les sunnis et les Houthis financés par l'Iran. Aucune résolution contre ces dizaines de pays où les populations autochtones sont asservies ou acculturées, où les enfants sont embrigadés, où l'identité sexuelle est passible de la peine de mort, où les femmes sont esclavagisées, où les guerres civiles font des centaines de milliers de morts dans l'indifférence la plus totale, où l'environnement est allègrement détruit avec une effroyable inconscience, où les libertés sont réduites comme peau de chagrin, où la contestation est violemment réprimée. Et je le répète, 15 résolutions sur 27 contre Israël. Voyons un autre exemple, en montant un petit peu dans le temps. Dans le plan de partition de 1947, la résolution 181 prévoyait que le territoire qui devait former la Palestine comprenait principalement Cisjordanie et Gaza. Nous savons qu'Israël a accepté cette résolution, mais que les pays arabes l'ont unanimement rejetée. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui poussent des hauts cris pour la création de l'État palestinien. Ainsi, en 1949, avec l'aval des pays arabes, la Jordanie a annexé la Cisjordanie et l'Égypte a annexé Gaza. De 1949 à 1967, la Jordanie et l'Égypte ont donc occupé le territoire qui était censé constituer l'État palestinien. Combien de résolutions à l'ONU pour exiger le retrait de la Jordanie et de l'Égypte? 0. Combien de résolutions pour forcer la Ligue arabe à accepter la création d'un État palestinien? 0. 18 ans sans que l'ONU ne lève le petit doigt devant le refus systématique des pays arabes de créer un État palestinien. Mais depuis 1967, des dizaines et des dizaines de résolutions contre Israël. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Entre 1956 et 2014, il y a eu 11 sessions d'urgence à l'ONU, dont 6 visaient Israël. Celle du 27 octobre 2023, portée sur le conflit à Gaza. Elle s'est traduite par l'adoption d'une résolution demandant l'imposition d'une trêve immédiate à Gaza, en omettant toutefois de condamner le Hamas pour son agression du 7 octobre, de reconnaître à Israël le droit de se défendre et d'exiger clairement la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Passons maintenant aux droits de l'homme, au Conseil des droits de l'homme. Merci, chérie. Merci. Très bien. Cette diapositive parle d'elle-même. Depuis sa création en 2006, le Conseil des droits de l'homme a adopté 212 résolutions, dont 108 contre Israël. Israël, qui est d'ailleurs le seul point systématiquement à l'ordre du jour de toutes les réunions du Conseil. Il n'y en a pas d'autres pays, il n'y a pas d'autres circonstances. Mais Israël, et c'est le point numéro 7, c'est pas compliqué, cherchez le point numéro 7 de n'importe quel ordre du jour d'une rencontre du Conseil des droits de l'homme, et vous allez voir le point 7, c'est Israël. C'est le seul pays au monde. Ce qui est ironique, c'est que 64% des membres du Conseil des droits de l'homme actuellement ne sont pas des démocraties. Parmi ces pays-là, la Chine, Cuba, le Soudan, le Qatar, etc. Je parlais de Kofi Annan tout à l'heure. Il a fait une déclaration quand même assez intéressante. En mars 2005, la Commission des droits de l'homme de l'ONU est de plus en plus minée par ses lacunes croissantes en crédibilité et en professionnalisme. Cela porte atteinte à la réputation de l'ONU dans son ensemble. C'est le secrétaire général de l'époque qui dit ça.
J'ai oublié de vous dire que parmi les prédécesseurs de ces illustres pays, on avait l'année d'avant la Russie, le Venezuela, la Libye, la Syrie et le Pakistan. Conseil des droits de l'homme, c'est pas mal. Okay, non, mais laissez-vous aller, souriez, vous pouvez sourire, c'est pas grave, c'est bien, c'est très drôle. Vous savez la phrase de Musset, comment c'était non, elle ne va pas me revenir, mais la phrase telle quelle, mais c'était pour dire qu'on peut rire de choses qui sont finalement très très tristes. Je retrouverai d'ici la fin de la séance la citation, et sinon je demanderai à Titi de me la donner, il va me la retrouver. Alors ce sont ces pays-là qui sont censés défendre les droits de l'homme, et ce sont ces pays qui veulent faire la morale à Israël. C'est ce genre d'absurdité qui, effectivement, faisait dire à Kofi Annan ce que nous venons de dire. Écoutez bien celle-là. Le 5 avril dernier, le Conseil a adopté une résolution demandant la suspension de toute livraison d'armes à Israël. Le Conseil des droits de l'homme. Mais pas au Hamas, ni au Hezbollah, qui sont armés par la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. On parle encore une fois peut-être de deux poids, deux mesures. Est-ce que je dois répéter ça à chaque fois ou bien vous le voyez automatiquement? En parlant d'Iran, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU comprend, et là je crois que je dois changer de diapo, comprend une instance qui s'appelle le Forum social. Chaque année, il y a un forum social et chaque année, il y a un président désigné pour présider le Forum social. Devinez qui a été nommé à la présidence de ce Forum social en 2023? L'Iran. Il y en a qui suivent, hein, c'est bien, ça fait plaisir. Je ne reviendrai pas sur l'adhésion de Reza Shah aux thèses hitlériennes dans les années 30. Ah, merci. Quelle malgaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Merci beaucoup pour la citation. Je me souvenais de ça parce que c'était un sujet de dissertation quand j'étais au secondaire en France. Alors, donc, cette thèse sur l'adhésion de Reza Shah aux visées hitlériennes a été largement documentée et d'ailleurs confirmée par son propre fils en 1941. L'Iran, qui finance ce qu'il appelle l'axe de la résistance, une douzaine d'organisations islamistes de déstabilisation internationale. L'Iran, au 177e sur 180 pays, au chapitre de la liberté de presse, au deuxième rang mondial du nombre d'exécutions. L'Iran, dont le droit criminel permet l'exécution de gamines de 9 ans et de garçons de 15 ans. L'Iran, où dans le droit civil, la femme vaut la moitié de l'homme. L'Iran, qui détient, réprime, discrimine, torture, lapide, ampute et exécute au grand jour. L'Iran, dénoncé annuellement depuis 2011 par le rapporteur spécial de l'ONU pour violation grave des droits de l'homme, et pourtant, ça n'empêche pas l'ONU d'accorder à la monarchie la présidence d'abord de la Commission sur la prévention du crime et la justice pénale en mars 2023 et 2 mois plus tard, la présidence du Forum social du Conseil des droits de l'homme. Alors, on doit tirer la conclusion qu'à l'ONU, pour l'Iran, le crime paye. Et tout cela avec le silence assourdissant, sinon l'aval, d'un Occident impuissant ou commandément aveugle devant le jeu des ayatollahs. Durban 2001, le Conseil des droits de l'homme organise un forum sur les droits de l'homme, une grande conférence, énorme, beaucoup de monde, beaucoup de participants. Et cette conférence voit un pays mis au banc des accusés, personne d'autre, un seul, Israël. On y assimile le sionisme au racisme et on accuse Israël d'être un État d'apartheid. Pour mieux comprendre les motivations profondes derrière ces accusations, il faut rappeler qu'au cours d'une manifestation organisée au cours de ce forum par les ONG, il y avait des milliers de participants. On arborait des pancartes disant « Hitler n'a pas fini le travail ». Le plus célèbre des textes anti-juifs, les protocoles de Sage de Sion, était en vente libre. Et l'Union des avocats arabes distribuait des caricatures antisémites du nazisme.
Mais c'est Israël qu'on accuse de racisme. Les grandes démocraties occidentales se sont d'ailleurs dissociées progressivement de cette accusation. Mais là, on voit encore une fois que cet amalgame entre antisémitisme et antisionisme, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ce sont nos ennemis qui l'ont inventé. Il est intéressant de remarquer que l'Afrique du Sud, ça vous allez sourire si vous n'êtes pas au courant de ça, l'Afrique du Sud, qui a accueilli cette conférence en 2001, c'est cette même Afrique du Sud qui, en 2015, reçoit à bras ouverts Omar el-Bashir, l'ancien président soudanais coupable de génocide au Darfour, et refuse de le renvoyer devant la Cour pénale internationale qu'il réclamait pour crime de guerre. On l'a laissé plutôt finir tranquillement son séjour, et il est rentré chez lui, et il a sévi encore pendant 4 ans supplémentaires. Et c'est cette même Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide devant la Cour internationale de justice de l'ONU. C'est tellement gros qu'on ne sait plus par quel bout prendre pour expliquer ces choses-là. Avec l'appui d'ailleurs de certains États qui ont en commun de ne jamais voter en faveur d'Israël aux Nations Unies. Je fais référence à l'Irlande, à l'Espagne, bien sûr aux pays arabo-musulmans. Le génocide est un acte d'extrême gravité. Il est régi par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par les Nations Unies en 1948, d'ailleurs à l'instigation d'Israël notamment. En vertu du texte onusien, pour qu'il y ait génocide, il faut démontrer l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Je viens de citer. Le mot intention est fondamental. Cette définition est juridique. C'est sur cette seule base, indépendamment des intérêts politiques des uns et des autres, qu'il convient d'examiner les accusations de génocide portées contre Israël. Tout ce processus de justice commence d'ailleurs par une injustice. Pourquoi ? La Cour internationale de justice ne peut se saisir que de cas touchant les États et non pas les organisations non étatiques. Autrement dit, on peut accuser Israël, mais pas le Hamas. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe, c'est brutal. Le Hamas ne s'est pas caché d'être génocidaire. Il l'a dans ses textes, il a filmé ses actions le 7 octobre 2023. Ce qui arrive donc dans ce cas-là, c'est que l'agresseur est indemne et l'agressé est poursuivi. Je cherche la logique. Quoi qu'il en soit, ce qui importe en droit pénal, ce n'est pas l'allégation, c'est la preuve. Hors de tout doute raisonnable. Code criminel, encore pénal, ce qui compte, c'est la preuve hors de tout doute raisonnable. Où est cette preuve contre Israël ? Alors, revenons au concept fondamental de l'intention. Le Hamas attaque Israël en assassinant des centaines de civils et en prenant des otages. Ce dernier, Israël, se défend conformément au droit international, ce droit qui par ailleurs exige la protection maximale des civils. Or, le Hamas se sert de populations civiles palestiniennes comme des boucliers et loge ses installations de combat dans des hôpitaux, des écoles, des mosquées et même des bureaux de l'ONU. Le tout est très largement documenté. Le Hamas sait très bien que, de ce fait, ces infrastructures deviennent des cibles militaires légitimes, conformément au droit de la guerre. Que les civils palestiniens en paieront le prix fort, mais il compte sur ce capital de sympathie que ça lui procurera avec la collaboration active de l'antisémitisme mondial. Il sait qu'Israël n'aura d'autre choix que d'attaquer, ce qui lui vaudra les dénonciations que nous connaissons, y compris ces résolutions onusiennes et cette poursuite devant la Cour internationale de justice, visant à paralyser l'action israélienne. On ne peut pas à la fois reconnaître à Israël le droit de se défendre et tout faire pour l'en empêcher de l'exercer. Cette guerre fait de nombreuses victimes. Comme toute guerre, elle est effroyable. Les témoignages, les images de destruction montrent qu'elle est impitoyable. Mais cela prouve-t-il qu'Israël ait l'intention d'éliminer les Palestiniens ? Aurait-on accusé les Alliés de génocide quand ils ont bombardé Dresde pour mettre fin au nazisme ? Aurait-on accusé les Français ou les Canadiens de génocide irakien quand ils contribuaient au bombardement de Mossoul pour éliminer l'État islamique ? Encore une fois, deux poids, deux mesures. D'ailleurs,
il faut se rappeler que le Hamas se félicite ouvertement de ces tragédies à Gaza. Il y a quelques mois à peine, son chef, Yahya Sinwar, qualifiait ces lourdes pertes de vies humaines de, et je cite, « sacrifice nécessaire ». Mais sacrifice et génocide sont deux termes incompatibles. On subit le premier, on décide du deuxième. Les deux termes sont mutuellement exclusifs. On ne peut pas s'auto-génocider. S'il y a sacrifice, il ne peut donc pas y avoir de génocide. L'ancienne juge à la Cour suprême du Canada, Rosalie Abella, déclaré le 9 janvier dernier, et je cite, « L'accusation de génocide contre Israël est un abus de l'ordre juridique international mis sur pied après la Seconde Guerre mondiale. » Limpide. Quoi qu'il en soit, la Cour devra juger sur la base de preuves irréfutables, à l'écart de toute ingérence politique. Elle devra s'assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans l'opinion publique à cet égard. Cette confiance en une justice indépendante est essentielle au maintien de sa crédibilité, si tant est que cette crédibilité ne soit pas d'ores et déjà irrémédiablement entachée. D'autre part, la décision rendue en juillet dernier par cette même Cour quant à l'occupation israélienne n'est pas rassurante. Mon propos n'est pas d'avaliser une colonisation que je déplore. Il est de faire ressortir une aberration frappante. On demande à Israël de quitter le territoire palestinien. De quel territoire parle-t-on? Si l'on parle de tous les territoires dans la guerre des 6 jours, ce serait contraire à l'esprit de la résolution numéro 242 des Nations Unies, dont l'objet a été détourné, contrairement à la volonté des auteurs même de cette résolution, qui ne parlaient pas des frontières de 67 ou d'avant 67, mais qui parlaient de frontières sûres et reconnues. Volontairement. Restituer ce territoire à qui? À un Hamas génocidaire? À une autorité palestinienne dont la dernière élection remonte à 2006 et dirigée par un président ouvertement antisémite? Je vous en donnerai la preuve dans quelques minutes. La Cour demande en outre à Israël de faciliter le retour des réfugiés. Autrement dit, elle demande à Israël de se faire harakiri. Autre constatation troublante. En février dernier, Nawaf Salam a été élu à la présidence de cette Cour, la Cour internationale de justice. Or, qui est ce monsieur? Dans son passé, avant de siéger à la Cour et de devenir le président, il était représentant permanent du Liban à l'ONU. On ne compte pas les centaines de déclarations anti-israéliennes et antisémites qu'il a pu faire. Et c'est lui qu'on élit à la tête de cette Cour. Et ces propos dont je parle, ils sont publics, ils sont répertoriés. Alors, dans ces conditions, comment peut-il recevoir objectivement la preuve qui lui est présentée? Dans d'autres circonstances, en démocratie, n'aurait-on pas exigé d'un juge partisan qu'il se récuse pour préserver l'apparence de justice? Non seulement il ne s'est pas récusé, mais il a accepté la présidence. Parlons maintenant très brièvement de l'accusation d'apartheid. Tout ça, c'est avec le Conseil des droits de l'homme et ce qui s'ensuit, et bien sûr les cours pénales. Il faut rappeler qu'il y a une définition juridique adoptée par les Nations Unies quant à l'apartheid. On n'invente pas des mots, on n'invente pas un sens aux mots. Ils sont précis, ils veulent dire quelque chose. Et selon l'article 2 de cette convention, adoptée en 1973, on dit que ça s'appelle la Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid. Et je cite, on fait référence à des actes inhumains commis pour instituer ou maintenir la domination d'un groupe racial ou ethnique sur tout autre groupe racial ou ethnique afin de l'opprimer systématiquement. Or, sur le territoire israélien, les Arabes sont citoyens de plein droit, ils sont juges à la Cour suprême, chirurgiens en chef d'un grand hôpital, ou commandants de brigade de l'armée israélienne. Ils partagent les mêmes institutions, les mêmes moyens de transport, les mêmes hôpitaux, les mêmes services publics, les mêmes universités. On compte 40% de non-juifs à l'université hébraïque de Jérusalem. Dans l'Afrique du Sud d'apartheid, Nelson Mandela est en prison. Dans l'Israël d'apartheid, ils sont à la Knesset. Cette accusation d'apartheid a d'ailleurs été vivement dénoncée par Moïse Lekota, qui est un activiste anti-apartheid, ancien frère d'âme de Nelson Mandela
et ancien ministre sud-africain de la Défense. Quant aux accusations d'apartheid relatives aux Arabes de Cisjordanie et de Gaza, elles sont déconcertantes. Ils ne sont pas citoyens israéliens. Il est logique que les Arabes d'Israël et les non-israéliens ne soient pas nécessairement traités à l'identique. Il est normal que, comme pour tous les gouvernements du monde, celui d'Israël assume sa responsabilité première d'assurer la sécurité de son peuple. Évidemment, il y a en Israël certaines tensions, ethniques, raciales ou religieuses, comme aux États-Unis, en France ou ailleurs. Des tensions parfois violentes, imputables à des extrémismes déplorables. Mais le droit israélien, notamment la loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté, adoptée par la Knesset en 1992, et la qualité d'indépendance des tribunaux israéliens, notamment la Cour suprême, sont garants de l'égalité devant la loi de tous les citoyens qui y sont assujettis. Des milliers de requêtes ont été déposées devant cette Cour par des Palestiniens. Souvent, la Cour leur a donné raison. Je souhaite qu'un jour, les Palestiniens puissent jouir des mêmes droits que les Arabes israéliens. Le droit d'étudier pour contribuer à la construction du monde. Le droit pour la femme d'être protégée de l'agression, y compris dans son propre foyer. Le droit d'être eux-mêmes sur les plans de la pratique religieuse ou de l'identité sexuelle. Le droit à une véritable démocratie. Le droit à la liberté de parole et à la critique. Le droit de dénoncer la corruption et l'injustice. Tous ces droits dont jouissent les Arabes israéliens et dont sont privés les Palestiniens sous la férule de diktats islamistes étouffants. Je souhaite que les Palestiniens puissent sortir un jour de leur noirceur, de la peur et de la haine, et vivre enfin en paix à nos côtés. Cela paraît si lointain aujourd'hui. Mais rappelons-nous que quelques années après la fin d'une guerre dévastatrice, les belligérants d'hier entreprenaient de construire l'Europe d'aujourd'hui. C'est une chose que je ne fais pas bien. C'est bon. Oui. Je m'excuse, j'ai aucune idée du temps que j'ai pris. Je ne sais pas si c'est long déjà. 50 minutes j'ai pris déjà? Oula, ok. Je vais être obligé d'accélérer dans le rythme. Okay. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé au juge de la CPI de poursuivre, d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et contre des dirigeants du Hamas. D'abord, mettre sur le même pied des dirigeants du Hamas et des dirigeants d'une démocratie, c'est simplement odieux. Mais les prémices même de cette demande sont fallacieuses. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail que j'avais prévu de vous donner sur les raisons pour lesquelles elles sont fallacieuses. Mais quand on veut poursuivre dans ce cadre-là la Cour pénale internationale, il y a des conditions à remplir. Aucune des conditions à remplir n'a été remplie. Aucune. Je pourrais vous en parler par la suite. Mais donc cette poursuite, elle est fondée sur des arguments qui sont absolument inacceptables et inadmissibles d'entrée de jeu. Je vais passer à l'UNESCO. Entre 2009 et 2021, 97 résolutions, dont 82 contre Israël. Israël est dénoncé plus souvent que les talibans, quand ils ont détruit les statues de Bouddha à Bamiyan en Afghanistan, plus que l'État islamique, quand il a saccagé les joyaux de civilisation ancienne à Palmyre, à Raqqa et à Mossoul, plus que les assassinats ciblés d'une centaine de journalistes, l'UNESCO ne critique nommément aucun pays, sauf Israël. Il y a eu une seule exception à ça, la Syrie en 2013, c'est tout. Pire encore, ce rapport 200-EX25 du comité exécutif de l'UNESCO, soumis conjointement par l'Algérie, le Soudan, le Liban, le Maroc, Oman et le Qatar, et adopté le 16 août 2016 par les 58 pays membres de l'UNESCO, dont l'Iran et la France. Ce rapport effaçait totalement les liens historiques des Juifs avec Jérusalem. Même pas une mention dans ce rapport.
Irina Boukova, qui était la directrice générale de l'UNESCO à cette époque-là, s'est élevée contre cette décision et contre ce rapport. Et elle a pratiquement accusé les pays membres de l'UNESCO de viol de l'histoire. J'ai rencontré Mme Boukova un peu plus tard la même année, à Montréal, et je l'ai remerciée de son courage. Elle a été courageuse pour affronter ce genre d'organisation-là. L'agence onusienne avait provoqué une nouvelle fureur israélienne en juillet 2017, en qualifiant d'islamique la vieille ville de Hébron, qu'elle inscrivait sur la liste du patrimoine mondial. Une présence juive multimillénaire était occultée d'un simple trait de plume. Devant cette nouvelle tentative de délégitimation, Israël s'était alors retiré de l'UNESCO. Je vous parlerai plus tard d'Audrey Azoulay, qui est maintenant directrice générale et qui fait un excellent travail pour la reconnaissance de la Shoah et l'enseignement de la Shoah. Je passe rapidement à la santé. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires, je pense que c'est clair. 10 résolutions contre Israël, rien pour les autres. Nulle part. Le 17 mai 2023, dans son rapport à la 76e Assemblée, le directeur général définissait Gaza comme territoire palestinien occupé. Personne ne lui avait dit qu'Israël avait évacué Gaza en 2005. Seul Israël est capable de réussir ce tour de force, d'occuper un territoire sans l'occuper. C'est exceptionnel, je ne sais pas comment ils ont fait. C'est magnifique. En passant, qui est-ce qui siège au bureau de l'OMS? On a la Corée du Nord, la Syrie, l'Afghanistan et la Chine. ONU Femmes. Et là encore, je passe rapidement, j'avais beaucoup d'arguments à vous donner, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. 5 mois après le 7 octobre, il y a eu un rapport dressé par Pramila Patten, envoyée spéciale de l'ONU, qui devait faire enquête sur les questions des viols commis par le Hamas à l'endroit de femmes israéliennes. Elle a fait son rapport en demandant qu'il y ait une poursuite d'enquête pour, ultimement, lancer des accusations. Il n'y a jamais eu de suite. J'ai oublié de vous dire que dans la commission des droits de la femme, la commission féminine, il y a l'Arabie Saoudite, le Pakistan et l'Afghanistan. L'UNRWA. L'UNRWA, c'est toute une pièce. On pourrait faire 3 heures et encore que sur l'UNRWA. Je vais essayer d'aller rapidement, mais il y a vraiment des choses absolument aberrantes. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Il y a des millions de réfugiés à travers le monde qui relèvent d'un haut commissariat aux réfugiés, un organisme. Le seul qui ne soit pas assujetti à ça, c'est l'UNRWA pour les Palestiniens. On a créé un organisme à part. Non seulement on a créé un organisme à part, mais en plus, on a donné aux Palestiniens réfugiés un statut héréditaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand j'ai fait un débat à Montréal, quand on fêtait le 25e anniversaire d'Oslo, j'ai fait un débat avec différentes personnes, dont une dame palestinienne. Son grand-père était natif de, je ne sais plus où, mais en Palestine, enfin peu importe, déménagé, la 3e génération maintenant à Montréal, elle est prof université, elle a réussi sa vie magnifiquement, elle écrit des livres, etc. Et elle se revendique encore de sa statut de réfugié. Comment est-ce qu'on peut concevoir le désir de rester réfugié toute sa vie? Je ne peux pas comprendre. À moins que l'obsession anti-israélienne l'emporte sur toute logique. Alors, je vais passer ça aussi rapidement. Pour vous dire à quel point le traitement est différencié, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour... exactement ici, ça nous mettra de... Oui, ça, je vais passer par-dessus, c'est pas grave. Alors, en 50 ans, le nombre de réfugiés, UNRWA, a été multiplié. Il est passé d'environ 600 à 700 000 selon les différents chiffres, à presque 6 millions. Mais ce n'est pas une action israélienne qui a fait ça. C'est le fait de ne pas sortir de ce statut de réfugié. Et là, je dois prendre quand même quelques secondes pour vous dire pourquoi ils ne sont pas sortis de ce statut de réfugié. Au cours des années, la Ligue arabe s'est assurée que les Palestiniens demeurent des réfugiés. Dans un décret adopté le 9 mars 1959, la résolution 1547, elle leur a demandé de ne pas prendre la nationalité des pays où ils sont réfugiés. L'UNRWA avait d'ailleurs à l'époque condamné cette mesure.
C'était pas le même UNRWA. Et en 1965, la Ligue arabe va encore plus loin. Elle adopte le protocole de Casablanca, en vertu duquel, et là je cite, les enfants de Palestiniens sont privés de la nationalité de leur pays natal. Fin de citation. Ce protocole viole l'article 7 de la Convention sur les droits de l'enfance des Nations Unies. Combien de résolutions de l'ONU contre la Ligue arabe? 0. On parle de réfugiés. Il y a eu environ 600 à 700 000 réfugiés, dont j'ai dit 47, 48 à la création de l'État d'Israël. Pendant ce temps-là, il y a eu 850 000 déplacés, dont une grande partie réfugiés au sens de la définition onusienne. Des juifs venant de pays arabes et d'Iran. Combien de résolutions pour soutenir les réfugiés palestiniens depuis la création de l'UNRWA, donc en 49. 172 résolutions. Combien de résolutions pour reconnaître ce statut de réfugié pour les juifs? 0. Combien de demandes de dédommagement, de compensation pour les juifs? 0. Combien de demandes de droit au retour? 0. Des accusations très graves ont été portées contre l'UNRWA par de nombreux acteurs internationaux. Utilisation de matériel scolaire incitant à la haine, abus de pouvoir, corruption, etc., etc. Israël, après les événements du 7 octobre, a identifié 19 employés du Hamas, de l'UNRWA, qui sont citoyens, qui sont membres du Hamas. 19. Pas de poursuite. Finalement, après une enquête, on a trouvé qu'il y en avait 9 qui étaient en cause. Quand je dis on, ce n'est pas Israël, bien entendu. Ces 9-là ont été démis de leur fonction d'enseignants à l'UNRWA. Où sont les poursuites contre eux? Ils ont participé à un acte criminel, crime de guerre. Ils ont eux-mêmes filmé. Combien de résolutions, combien d'actes, combien de poursuites devant les tribunaux contre ces gens-là? Aucune. Il y a une organisation qui s'appelle UN Watch. Cette organisation, qui est une ONG basée à Genève et accréditée par l'ONU, a soumis à cette dernière de multiples rapports très substantiels, dénonçant les actes d'antisémitisme et d'incitation à la haine de l'UNRWA. Ni Philippe Lazzarini, le chef de l'agence onusienne, ni la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, dont les propos antisémites sont largement documentés, ni le secrétaire général, Antonio Guterres, ne pouvaient ignorer les preuves qui leur ont été fournies. Depuis 2015, des rapports de centaines de pages, avec des noms, des dates, des lieux, des chiffres, et qu'a fait l'ONU? Pratiquement rien. La politisation de l'UNRWA ne date pas d'hier. En mai 2013, au lancement d'un projet financé par l'Allemagne au Liban, Anne Dismore, qui était à l'époque la directrice de l'UNRWA pour le Liban, s'était servie d'une carte géographique où Israël n'existait pas. C'était la Palestine du fleuve à la mer. Elle n'a pas été démise de ses fonctions, elle n'a pas été réprimandée. L'ONU a créé l'UNRWA. N'a-t-elle pas la responsabilité de sa gouvernance? Je vais finir sur... Oh, j'ai sauté beaucoup de choses, pas grave. Ça, c'est des accusations qui ont été faites contre l'UNRWA. J'ai coupé beaucoup dans mon texte, donc vous n'aurez pas de détails de ça. Mais je vais parler du complotisme et du négationnisme à l'ONU. En 2007 et en 2022, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté des résolutions appelant les États à lutter contre la négation de l'Holocauste, l'antisémitisme et les théories du complot. Ces résolutions ne sont pas contraignantes et donc elles ne restent que des vœux pieux. Ainsi, aucune sanction contre l'Iran et son négationnisme d'État, ni contre les frères musulmans et leur principal appui, le Qatar, ni contre l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc., etc. Le 22 septembre dernier, en fait, ça fait quoi? 1 an et 2 jours. Pas dernier, c'est d'avant. L'Assemblée générale de l'ONU accueillit à la tribune Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. En oubliant commodément ce texte qu'il a écrit en 1984, intitulé « De l'autre côté, la relation secrète entre les nazis
et les dirigeants du mouvement sioniste. Il y affirmait, et je cite, c'est une traduction libre, et je cite, « L'intérêt du mouvement sioniste consistait à ne pas chercher à sauver les Juifs durant la guerre afin d'augmenter le nombre de morts et d'obtenir de ce fait les plus grandes compensations après la guerre. » Fin de citation. C'est ce qu'il a écrit. Vous avez la couverture du livre, on l'a retrouvé. Alors, en conclusion, je vais rappeler un petit peu brièvement l'objet de la présentation. L'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme? Je viens de vous donner un aperçu des circonstances, de statistiques et d'agissements onusiens relativement à Israël. Je n'ai fait qu'effleurer la surface des références montrant qu'Israël est victime de diabolisation, de double standard et de délégitimation. Je n'ai pas parlé de l'ignorance indécente des victimes du 7 octobre à la journée d'hommage aux victimes du terrorisme à l'ONU cette année. On n'en a pas tenu compte, on n'en a pas parlé, pas existé. Je n'ai pas parlé de l'accréditation onusienne d'ONG directement reliées au Hamas, comme le Palestinian Return Center. Je n'ai pas parlé d'une foule d'ONG reconnues par l'ONU et dont les sources de financement, Qatari notamment, mériteraient une attention particulière. Je n'ai pas parlé des commissions à répétition contre Israël, comme la commission Pillay. Je n'ai pas parlé du chantage de l'UNRWA auprès des partis européens anti-immigration. Si vous ne nous financez pas, nous permettons aux Palestiniens réfugiés de venir chez vous. Je n'ai pas parlé de ces experts onusiens que les médias occidentaux citent sans prendre la peine de vérifier les faits. J'ai constaté les chevauchements complexes entre antisionisme et antisémitisme. J'ai constaté la propension des Nations Unies à agir comme des moralisateurs à géométrie variable. Pour Israël, depuis longtemps, l'ONU ne respecte plus l'un de ses trois principes fondamentaux, l'impartialité. Pour Israël, depuis longtemps, l'ONU n'est plus vraiment un lieu de débat. C'est un lieu de dénonciation, un lieu d'ostracisation, un lieu d'incohérence et d'injustice, un lieu où les grands principes n'existent plus que dans les textes, mais pas dans les faits et dans les gestes. En accueillant à bras ouverts les grandes dictatures antisémites, l'ONU fait porter à Israël le poids de sa judaïté. L'ONU devait être un lieu de compromis. Dans le cas d'Israël, c'est devenu un lieu de compromission. Devant l'israélo-centrisme des Nations Unies, je ne peux m'empêcher de relire avec une certaine ironie l'article 2.1 de sa charte. Et je cite, « L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. » Fin de citation. Tous ses membres, vraiment? Même Israël? Vous savez que dans un repas, ce qui est le meilleur, c'est toujours le dessert. Pauline. Loin de là, loin de là. Je voudrais remercier l'honorable, attends, je change de micro là pour être face à vous, l'honorable Jacques Sada qui nous a fait vraiment l'honneur et je peux dire l'amitié de venir ce soir. Et merci à vous tous d'être là. Merci Hervé aussi d'avoir organisé cette magnifique conférence. J'ai envie de dire trois petites choses. La première, c'est que ça fait du bien de vous entendre et parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on vocifère sur ce sujet, on entend des insultes et il est rare d'avoir des espaces et des endroits où on peut échanger en entendant la parole de l'autre, en s'écoutant, en développant des arguments et en parlant preuve à l'appui avec une démarche scientifique remarquable. Donc cela fait du bien de vous entendre et cela nous renforce. Même si l'extérieur est hostile, c'est important de nous enraciner dans ce que nous sommes et vous l'avez fait aujourd'hui. La deuxième chose que je voudrais dire et qui me touche particulièrement, c'est que au fond, cette conférence a commencé par la présentation de votre famille. Et ça, c'est quelque chose aussi que je sens comme étant typiquement juif, c'est-à-dire que vous êtes
vous êtes un homme d'État, vous avez fait des choses extraordinaires, ça a été dit, rappelé par Rémi Schwartz par la bouche de votre frère. Vous êtes un homme d'État et vous êtes un homme de famille. Et je crois que la force des Juifs a été toujours de s'ancrer dans le particularisme, mais jamais pour oublier l'universel. Et c'est à partir de ces liens familiaux où on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre tous les frères qu'on peut affirmer à la fois ce qui est digne dans la tradition juive, c'est-à-dire la justice, tzedek, din, et le chesed, c'est-à-dire l'humanité. Et dans votre discours, il y avait les deux, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée, je ne les connais pas, mais pour vos parents qui vous ont élevés, qui ont élevé chez les Ashkénazes, on dirait des mensch comme vous, qui participent au Tikkun Olam. Et troisième chose que je voulais dire, et je ne veux pas prolonger trop, c'est que quelque part, votre présence me rappelle le tout début de mes premiers pas dans le rabbinat. Même pas le rabbinat, parce que j'étais étudiante rabbin, et voilà que le film Yantel sort. Et quels sont les premiers à me contacter pour commenter la sortie du film? La communauté séfarade de Montréal. Les femmes de cette communauté orthodoxe. Et je dois dire que ces femmes m'ont beaucoup touchée. J'ai été reçue je suis venue d'Israël, j'ai étudié là-bas à ce moment-là. Et ces femmes m'ont beaucoup touchée parce qu'elles ont fait venir 400 personnes dans ce grand centre communautaire séfarade de Montréal. Et elles se sont battues pour la cause des femmes. Il y a eu des manifestations, il y a eu des interdictions, il y a eu des malédictions envoyées par les grands rabbins d'Israël. Enfin, c'était voilà, une expérience dont je me rappelle encore aujourd'hui. Mais cette démarche-là, encore une fois, d'être inscrite dans la tradition et de lutter pour le droit des femmes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et vous voilà aujourd'hui dans ma communauté. Donc, quelque part, c'est un chemin et je suis reconnaissante d'avoir pu participer à ce moment avec vous tous.